Une demi-heure, on va vous parler de nos forêts, ces forêts particulièrement vulnérables lorsque l'été démarre. On va en parler avec notre invitée du jour, Pauline Villain-Carlotti. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, spécialiste des feux de forêt et on va évidemment à vos côtés commencer par commenter ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au niveau de la forêt de Fontainebleau depuis dimanche. Les reporters du monde entier, CNN notamment, en faisait un titre en ce début de semaine, couvre cet événement, incendie feu de forêt qui a donc été fixé hier soir. Pour autant, les pompiers restent mobilisés sur le terrain. Pauline Villain-Carlotti, un mot avant d'entendre Emmanuel Macron qui s'est rendu sur le terrain à la mi-journée pour saluer les effectifs déployés. Fixés, on le répète depuis hier, ça ne veut pas dire que tout est terminé pour autant, hein. Non, 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 il y a encore un gros travail des équipes au sol, notamment pour éviter les reprises d'incendie. Donc, c'est plus un travail de sape, de limiter, de travail au niveau du sous-bois pour éviter un nouveau départ de feu et une reprise en forêt de Fontainebleau. Donc, pour le moment, la vigilance reste de mise et on ne peut pas dire que le feu est complètement éteint et que le risque a totalement disparu à l'échelle de la forêt de Fontainebleau. Malgré tout, fixé, c'est quand même rassurant. Il y a beaucoup de probabilités qu'on arrive à l'éteindre assez vite ou pas. Moi, je me souviens des mots des autorités il y a quelques heures qui nous disaient qu'il va nous falloir des semaines avant de pouvoir dire qu'on a définitivement éteint cet incendie. Oui, fixé, ça veut dire que le feu ne progresse plus, qu'il est contenu par les services de secours et de lutte, mais qu'il faut continuer à surveiller parce qu'il reste des braises, il reste une potentielle reprise de flammes. On peut avoir un retour d'incendie et avoir une progression qui reprend et qui nous amène à davantage de superficies brûlées. Voilà, Fontainebleau qui a donc accueilli à la mi-journée le chef de l'État Emmanuel Macron, qu'on va écouter tout de suite et on en reparle juste après. Je tenais à être à vos côtés pour vous dire le soutien de la nation. Ce qui s'est passé ces derniers jours ici en forêt de Fontainebleau est évidemment exceptionnel. On n'avait jamais vu un tel feu. Nous n'avions jamais été confrontés à un tel feu dans la région. Et d'ailleurs, le pays n'a jamais été confronté à autant d'épisodes de pression, de feu, un peu partout sur le territoire. Le directeur général le rappelait, et je le remercie auprès du ministre de l'Intérieur de sa mobilisation ainsi que celle de l'ensemble des personnels. Jamais on n'avait connu ça depuis la fin de la Deuxième Guerre. On parlait tout à l'heure de la Gironde où il y avait de la tourbe, et où il y avait aussi un statut de la forêt qui était très différent, et un entretien qui n'était pas le même. Je peux vous dire que vous n'auriez pas fait tout le boulot que vous avez fait. Je parle sous le contrôle des professionnels, mais je pense que la jonction entre les deux feux, elle était faite en 48 heures. Bien sûr. Et donc ça, il n'y a pas de doute que tout ce que vous avez fait, c'est ce qui a permis d'éviter le pire dans une situation qui est en fait extraordinaire. Puisque ce que rappelait le directeur général le montre, on n'a jamais connu ça depuis plus de 8 décennies. Voilà, un président comme ça qui se déplace sur le terrain, d'ordinaire ce sont des ministres, pour saluer le travail des pompiers. Ça nous dit quoi? Ça confirme le caractère exceptionnel de ce feu-là. On va parler des autres après, mais celui-ci, en quoi il est exceptionnel? Alors ça, avant de vous dire dans quoi il est exceptionnel, ça confirme surtout que l'incendie de Fontainebleau, il est très proche des lieux de pouvoir. Et que c'est assez exceptionnel effectivement d'avoir un incendie qui s'approche de Paris, donc de la capitale, du centre de commandement de la France d'une certaine manière. L'incendie de Fontainebleau, il est exceptionnel à plus d'un titre. Déjà parce que des feux en forêt de Fontainebleau, ça fait effectivement des décennies qu'il n'y en a pas eu, même s'il y en a déjà eu par le passé, dans les époques au début du XXe siècle. Il y a eu déjà eu plusieurs fois des grands feux. Plus avant, quand c'était encore une forêt paysanne, il était peut-être pas fréquent, mais les incendies de forêt arrivaient dans cette forêt. Mais c'est une situation qu'on n'a pas vue depuis donc presque
presque un demi-siècle, voire un peu plus. Et la forêt de Fontainebleau, c'est presque moins une forêt qu'un monument, d'une certaine manière. C'est un patrimoine pas seulement naturel, mais aussi culturel. C'est une forêt emblématique qui a été portée au nu par l'école de Barbizon, qui, d'une certaine manière, par ce regard esthétique, a façonné cette forêt qui a ensuite été entretenue par les forestiers, aménagée pour donner le paysage qu'on connaît actuellement. Et donc la voir brûler, ça a quelque chose de très fort émotionnellement. Et c'est pour ça aussi qu'elle a beaucoup, elle a été très médiatisée ces derniers jours. Après, elle est aussi le symptôme du changement climatique. C'est ce que j'allais vous dire. Fait Est-ce que vous diriez que Fontainebleau est devenu presque le symbole de la remontée des incendies vers le nord? On en parle depuis quelques années, mais la proximité avec les lieux de pouvoir, avec Paris, donc avec le nord de la France aussi. Oui, mais avant Fontainebleau, il y a eu l'année dernière Pimpon-Brocéliande qui avait déjà brûlé en 2022. Il y a plusieurs incendies qui se sont déclarés depuis le début de la saison dans des régions plus septentrionales également, en dehors donc de la zone méditerranéenne et qui font partie des nouveaux territoires du feu. C'est le cas par exemple dans le Doubs. Cette remontée vers le nord du risque, ça fait plusieurs années qu'on la constate. Aujourd'hui, elle nous inquiète particulièrement quand on constate Fontainebleau et le fait que je pense que dans la conscience collective, l'idée que l'Île-de-France pouvait être vraiment concernée par des feux de forêt et pas simplement par des feux agricoles était encore que quelque chose de l'ordre du scénario, de la prospective qui ne devait pas arriver avant au moins 20 ou 30 ans. Et nous y sommes, preuve que le changement climatique n'est plus seulement quelque chose à venir, mais est déjà quelque chose de tangible qu'on constate dans notre chair et dans notre proximité immédiate. Effectivement, parce qu'il se trouve que la piste criminelle semble se confirmer. Il y a un homme, un jeune pompier, on en reparlera peut-être après, qui est incarcéré de façon provisoire. Mais on nous dit surtout que toutes les conditions étaient réunies pour le départ de ce feu. 3 canicules en 2 mois, ça fait beaucoup. Tout à fait. Effectivement, on subissait notre 3e vague de chaleur avec des températures assez inédites, même si elles vont sans doute devenir la norme pour les années à venir. Il y avait surtout un état de sécheresse très important, donc une sécheresse de l'air, mais aussi une sécheresse des sols, donc une végétation qui est desséchée. Qui manque de ressources hydriques et qui fournit un matériau combustible disponible. Et au moment où se déclenche cet incendie en forêt de Fontainebleau, on a toutes les conditions qui sont, on va dire, la règle des 3,30, plutôt utilisée en région méditerranéenne par les pompiers pour signifier le fort risque d'incendie de forêt. Donc les 3,30, c'est des températures supérieures à 30 degrés, une hygrométrie, donc une humidité inférieure à 30%, et des rafales de vent supérieures à 30 km/h. Et nous avions toutes ces conditions réunies au moment où l'incendie de Fontainebleau s'est déclenché. Donc on s'est retrouvé dans une situation typique de feu de forêt qu'on peut connaître en région méditerranéenne. C'est pourquoi le geste malheureux donc, de ce pompier volontaire potentiellement a permis donc l'éclosion d'un grand incendie de plus de 2000 hectares. J'ai lu que cet incendie qui avait frappé principalement la forêt des Trois Pignons, qui reste au moment où je vous parle d'ailleurs fermée par arrêté préfectoral. Cette forêt, c'est majoritairement des pins, des résineux qui s'enflamment et qui prennent très vite, d'où peut-être la rapidité de la propagation de l'incendie. Il y a le groupe national de surveillance des armes qui pointe du doigt la gestion locale par l'ONF, l'Office national des forêts, qui couperait trop massivement des arbres feuillus, des hêtres notamment, réputés plus humides, où le feu prendrait moins vite. Est-ce que la façon dont l'homme gère la forêt eh bien, a une forme de responsabilité aujourd'hui pour vous ? Tout à fait. Après, de là à incriminer l'ONF dans sa gestion, par exemple, en forêt de Fontainebleau, la hêtraie, elle est en dépérissement depuis des années du fait de la sécheresse, notamment, qui n'est pas un phénomène propre à l'année que nous connaissons, mais nous avons des sécheresses de plus en plus importantes qui fragilisent donc les arbres et les rendent plus vulnérables aux parasites, aux maladies et, dans ce cas précis, aux incendies. Donc, on ne peut pas non plus tout imputer
demandé là encore à l'ONF. Toujours est-il que la problématique incendie qui se globalise à l'échelle du territoire national nous invite très certainement à repenser notre aménagement forestier, à limiter davantage, pour sortir un peu du cas strictement de Fontainebleau, à la tendance à l'enrésinement qu'on a pu avoir ces dernières années, donc le fait de favoriser toujours les peuplements de résineux, qui sont des arbres très inflammables effectivement, et qui occasionnent en plus de ça une fermeture paysagère qui n'est pas forcément souhaitable du point de vue strictement esthétique, et qui n'est pas souhaitable parce que nous avons besoin de garantir des milieux ouverts qui permettent aussi donc de mieux maîtriser la propagation des incendies avec des ruptures de combustible, la variation des strates végétales. Donc il faut repenser notre aménagement des espaces boisés d'une manière globale, aussi bien en termes d'espèces que en termes de hauteur et de physionomie du paysage. Alors parce qu'on parle de paysage, de flore, de faune aussi, on va aller plus loin. On vous retrouve dans quelques instants. Plus de 2000 hectares qui ont donc été brûlés, un paysage lunaire. On le voyait hier aux côtés de Julie Dungeloff. Ce sont 10% de l'emblématique forêt de Fontainebleau qui ont été parcourus par les flammes depuis dimanche, et avec elles la destruction de toute une partie de la faune et de la flore dans le brasier. Des fougères, des rongeurs ou des lombrics ont disparu. Quelles sont déjà les conséquences visibles de ce feu de forêt? Victor Frédéric, Lorraine Gublin et Magali Defer. Une forêt devenue silencieuse, comme si toute vie avait quitté les lieux. Dans les paysages désormais calcinés de la forêt de Fontainebleau, cet agent de l'ONF est venu observer à quel point la nature a souffert de l'incendie. Ça, à la base, c'était de la mousse. Il n'y a plus rien. C'est des espèces protégées comme ça, et il y en a des milliers qui ont disparu. Dans cette zone dévastée, des centaines de pins et de bouleaux ont affronté le passage des flammes. Toujours dressés, mais peut-être déjà condamnés. Comme on peut le voir, les arbres sont encore debout, semblent verts, mais en fait, ils vont certainement mourir dans les prochaines semaines parce que toutes les racines ont brûlé. Une forêt qui meurt, méconnaissable. Voilà à quoi elle ressemblait il y a à peine une semaine. Un bois dense et vert, au sol recouvert de fougères. Une réserve de biodiversité unique en France qui abrite plus de 6400 espèces d'animaux. Des mammifères comme ces cerfs, des renards communs, mais aussi des espèces fragiles comme cette fauvette Pichou ou l'alouette Lulu. Si la plupart d'entre eux ont trouvé refuge ailleurs dans la forêt, toute la faune n'a pas eu cette chance selon ce naturaliste. Ce sol qui brûle, qu'on a tous vu, dont on a tous vu les images, eh bien, à l'intérieur, il y a énormément de vie. Des micro-organismes, des insectes, des lombrics, une faune qui est absolument indispensable aux arbres. Une vie désormais absente du sol qui pourrait retarder la régénération de la forêt de Fontainebleau et le retour des animaux. Combien de temps ça met à se régénérer une forêt? On a déjà évoqué le sujet. Après un feu comme celui-ci, la vie va revenir progressivement, ou ça va prendre du temps? Alors ça prend forcément du temps par rapport notamment à la brutalité du changement qu'on constate, c'est-à-dire qu'un incendie de forêt, ça laisse un paysage désolé de manière très très brusque, tandis que la recolonisation végétale, elle est lente et progressive, elle se compte en années ou en décennies. Après, ce qu'il faut avoir en tête, et ce dont on parle quasiment jamais, c'est qu'il y a aussi le feu peut être bénéfique pour la biodiversité, même si ça peut souvent heurter. Parfois on brûle volontairement. Parfois on brûle volontairement. Oui, mais là, en dehors de ça, c'est-à-dire que des grandes catastrophes vécues par les contemporains, comme des catastrophes écologiques, typiquement les grands incendies de Yellowstone en 1988, le parc national de Jasper en 2024. Donc là, je prends des exemples aussi de forêts préservées, protégées, des parcs nationaux. Et on a constaté qu'après l'incendie, on avait justement une régénération de la végétation qui était non seulement
seulement quantitative, mais aussi qualitative, c'est-à-dire qu'on a un rajeunissement des peuplements. Pour les résineux, par exemple, ça peut permettre notamment une régénération plus rapide parce que le feu fait éclater les pommes de pin et permet un réensemencement. Et dans un couvert végétal très fermé, comme ces forêts assez denses, le fait qu'on ait une éclaircie avec le feu et davantage de luminosité permet justement de voir ce rajeunissement des peuplements. Et une fois que la régénération de la végétation s'est faite, on a un retour également des populations animales qui viennent recoloniser leur habitat. Donc, un incendie qui ne se répète pas sur la longue durée peut avoir un bénéfice pour la biodiversité. On voit que généralement, dans les 3 à 5 ans après, on a une maximisation de la biodiversité sur cet espace-là. Mais là encore, il faut que la fréquence des incendies ne soit pas trop importante. Un nouvel incendie en forêt de Fontainebleau viendrait complètement contrecarrer cette possibilité d'une régénération de la végétation. Et la dimension qui me semble importante aussi pour la forêt de Fontainebleau et qui risque de complexifier la problématique, notamment les animaux qui ont fui. Les animaux qui ont fui se sont retrouvés dans des zones urbaines à proximité de la route, ce genre de choses. On n'est pas dans un paysage complètement naturel comme on peut l'avoir au Canada ou aux États-Unis. On est vraiment dans une forêt francilienne à proximité de zones habitées, potentiellement mises en danger par la présence humaine. Et donc, ça pourrait venir complexifier cette recolonisation végétale et animale. On fait le constat évidemment de plus en plus chaque jour du réchauffement climatique qui, si on était dans une certaine forme de déni ces dernières années, devient forcément de plus en plus visible. Hein. C'est difficile de passer à côté. Aujourd'hui, on va regarder ces quelques images que vous avez sûrement vues de votre côté, parce que la France, on parle de Fontainebleau aujourd'hui, mais la France, plus globalement, est touchée. Et pas que la France, l'Europe, mais aussi d'autres pays. Ici, ce sont les images des incendies qui sont en cours dans le nord-ouest du Canada. Ils asphyxient littéralement Toronto. Sous la fumée des feux de forêt, la ville est devenue totalement irrespirable. L'homme qui filme ces images là dans un train a survécu aux flammes, ça paraît complètement fou. Un épais nuage de pollution, et c'est la conséquence de ces feux qu'on verra peut-être à pousser les autorités à donner l'alerte, à sommer les habitants de ne pas sortir de chez eux. Il va falloir s'habituer à cela. On voit que les feux de forêt, les incendies arrivent de plus en plus tôt chaque année, comme les canicules finalement et ces périodes de sécheresse. Comment s'adapter à cela? Quelles mesures prendre? Alors, s'habituer, je ne sais pas si on va devoir s'habituer. Déjà, il faudrait revenir encore une fois à cette idée des 90% de feux d'origine humaine, qui implique qu'on a une responsabilité à prendre pour ne pas les allumer. Ça veut dire pas simplement faire la chasse aux incendiaires, mais ça veut dire changer nos comportements, nos activités, nous adapter nous aussi à ce milieu et ce climat qui change. Donc, adapter nos pratiques, ne pas occasionner d'étincelles, quelles qu'elles soient, que ce soit des gestes individuels ou des activités économiques, peu importe, aux périodes les plus chaudes de la journée, durant une saison qui va s'allonger, donc qui démarre de plus en plus tôt, dès la mi-juin, et qui finira sans doute de plus en plus tard, vers la mi-fin octobre. Donc ça veut dire adapter, nous, nos comportements, limiter notre fréquentation des espaces boisés et forestiers. Et faire en sorte qu'on allume de moins en moins de feux. Le risque zéro, ça me semble difficile à atteindre. En revanche, 90% de causes humaines, c'est quand même assez démesuré, et ça prouve notre négligence vis-à-vis de la nature et des écosystèmes qui nous entourent. Sur ces 90%, pardon, mais sur ces 90%, ça mérite d'être dit, il y a un quart des feux qui ont été déclenchés de façon malveillante. Donc ça fait beaucoup de gestes pas mesurés finalement. Oui, mais de la malveillance à la négligence coupable, il y a un pas et il est vite franchi. Et à force de focaliser strictement sur les cas de malveillance, on en oublie qu'il y a beaucoup d'incidents qui pourraient être évités, par la réglementation plus stricte de notre fréquentation des espaces naturels, mais aussi par plus de sensibilisation et une prise de conscience que notre manière de vivre aujourd'hui, elle n'est plus adaptée au milieu qui nous entoure, et que nous sommes
nous dégradons les écosystèmes, soit par nos activités, soit parce que nous n'en prenons pas soin et nous ne considérons pas l'impact qu'on peut avoir sur eux. Donc la focalisation sur la malveillance, elle fait oublier toute la responsabilité que n'importe qui a vis-à-vis des feux de forêt. Et ça, il me semble important de le souligner. Je lisais dans un article de Reporter ce sujet sur le déficit de la culture du feu et du lien qu'il faut faire aussi avec ces terres qui sont abandonnées et qui deviennent des réservoirs de combustible. On a perdu la moitié des surfaces viticoles en 40 ans. Ça, c'est une des causes. Tout à fait. La déprise rurale et agricole, elle nous expose davantage aux risques, parce qu'elle nous rend plus vulnérables, notamment, encore une fois, par cette idée de fermeture des milieux. Avec le maintien des agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs, notamment le pastoralisme, on a le maintien de milieux ouverts, d'espaces qui sont entretenus, un contrôle de la végétation, parfois des systèmes aussi d'irrigation, donc on maintient un certain taux d'humidité et des plantes et du sol. Et ça, autour des zones habitées, ça vient créer des barrières qui limitent la propagation des feux, qui créent donc des pare-feux et qui peuvent mettre en sécurité les territoires. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'adapter les territoires par l'encadrement de l'urbanisme, limiter les interfaces habitat-forêt, mais aussi par repenser l'aménagement global, paysager, nos activités économiques de manière plus systémique, en intégrant dans la problématique la nécessité du zéro artificialisation nette, donc une articulation avec la loi ZAN, mais aussi la nécessité de pérenniser les agriculteurs et donc de prendre leur rôle comme pas seulement de la production alimentaire et économique, mais vraiment en tant que gardien des paysages et des territoires qui permettent d'assurer la résilience globale des systèmes territoriaux. Voilà, cette disparition progressive de l'agriculture et du monde paysan qui est indissociable de ces incendies ou en tout cas de la résurgence de ces feux. Localement, parce qu'on parlait de l'adaptation, de comment se réadapter aussi à ces conditions climatiques de plus en plus rudes. Parce que tout à l'heure, quand je disais il va falloir s'y habituer, il y a quand même ce contexte qui favorise la prise en tout cas du feu face aux gestes de l'homme. Localement, il y a des collectifs qui essayent d'avancer. Quid de l'État L'État, on voit Emmanuel Macron se rendre à Fontainebleau aujourd'hui, des annonces qui sont faites pour les forêts françaises. Quelles sont les priorités selon vous ? La priorité, selon moi, ça serait vraiment de repartir des territoires pour aller vers un aménagement concerté, effectivement, avec les habitants. On a vu depuis quelques années se construire progressivement des collectifs locaux, généralement dans le cadre du post-incendie. Donc, à l'issue, prenons deux exemples emblématiques de l'incendie de l'Estac en juillet dernier à Marseille, qui a vu naître ensuite le projet de l'école du feu autour d'un collectif de sinistrés, et le grand feu des Corbières à Ribaute, la même année, qui a permis l'émergence, là encore, d'un collectif citoyen qui vise à repenser l'aménagement du territoire, la réintroduction de vignes, des mesures d'agroécologie. Pour l'école du feu, on est plus dans la structuration d'une culture du feu et du risque, de venir aussi porter des messages, des propositions auprès de l'administration locale pour la révision des plans d'urbanisme. Ces initiatives sont en train de se structurer et la réponse va venir sans doute plutôt du local que de grands lois cadres nationales qui peinent à trouver un écho sur les territoires parce qu'elles sont souvent déconnectées des réalités de terrain. Donc repartir des gens, des lieux et du territoire, ça me semble être le meilleur levier pour construire la résilience de demain. Merci beaucoup Pauline Villain-Carlotti, merci d'avoir été avec nous sur cette demi-heure, spécialiste des feux de forêt et autrice, je crois, de l'épreuve du feu habiter autrement, la terre, parue aux éditions Flammarion. Merci de nous avoir guidés sur cette thématique, ce sujet, donc à l'heure où Emmanuel Macron évolue au cœur de la forêt de Fontainebleau, le feu fixé mais toujours pas
éteint. Cela pourrait prendre des semaines. Restez avec nous, l'info se poursuit sur France 24. On va se retrouver dans quelques instants pour votre rendez-vous derrière l'image. À tout de suite.